Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Merci de votre fidélité sur notre chaîne. Nous sommes honorés de vous savoir nombreux de partout scotchés de la diaspora en République démocratique du Congo. Nous vous disons merci. Au cœur des investigations pour des questions d'actualité, nous avons le réel plaisir de recevoir M. Josué Kabanza, un acteur politique, mais également un natif du Kivu. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment vous allez? Ouais, je vais très bien, même si la situation nous affecte. Les drames dans le lac Kivu, l'insécurité dans la ville, l'occupation de plusieurs territoires par les M23, ça nous affecte énormément. La vie de nos compatriotes dans les différents camps de déplacés, ça nous affecte. Les informations venues de Rutshuru affirment que les rebelles G23 ont procédé à l'intronisation d'un certain Patrick Ndeze à la tête comme un chef coutumier, toujours dans les Boucha. Aujourd'hui, les rebelles G23 continuent à installer les chefs de cité et plusieurs autres personnes, notamment aussi l'administrateur du territoire qui a été installé par les rebelles G23. Qu'est-ce qu'il faut noter de cet acte, de cette rébellion? Premièrement, ce que cet acte envoie aux autorités et à la population deux messages. Le premier message que moi je peux évoquer est que le M23 veut consolider son pouvoir et n'est pas prêt à quitter ces espaces. Le fait de nommer un administrateur de territoire et ensuite introniser un imposteur comme chef ou grand chef coutumier de la chefferie de Boucha, ma chefferie, parce que moi je suis originaire de cette chefferie, c'est un message clair que nous sommes là et nous restons. Ce qui fâche est que depuis le début de la résurgence de cette guerre du M23, nous avions évoqué le fait que cette guerre entre dans un plan bien précis, l'extermination d'une communauté, le peuple Hutu. Chaque fois que les Rwandais évoquent le sujet des FDLR, il s'agit des Hutus congolais qui ne sont pas d'accord avec l'idéologie expansionniste et sanguinaire du Rwanda. Et déjà, ça fait 3 ans que le territoire de Rutshuru est sous occupation du M23. 3 ans que les populations ont été forcées de quitter leurs terres et venir habiter dans des camps mouroirs à Goma et aux alentours. 3 ans que leurs terres sont occupées illégalement par les rebelles rwandais. Et aujourd'hui, pour être clair dans le plan bien concis et préparé par Kagame de faire disparaître la communauté Hutu, ils viennent d'introniser un nouveau Mwami. Et en ce moment même... Ici de la famille Ndeze, il porte aussi un nom de Ndeze. Porter un nom ne signifie pas être de la lignée régnante. Il y a des héritiers du couronne. Parce que la chefferie étant héréditaire, le fameux Patrick, c'est un imposteur. Il ne devait pas. Et la procédure, la chefferie de Boucha a 7 groupements. Et chaque groupement a un chef coutumier, un chef de groupement. Ce sont ces chefs de groupement qui sont les gardiens de notre coutume. Introniser un chef en dehors des gardiens de la coutume, ça n'a aucun sens. Parce qu'il n'a ni légitimité, il n'a ni légalité, et il n'a aucun pouvoir, et aucun Hutu ne peut le reconnaître. Et aucun habitant de la chefferie de Boucha ne peut le reconnaître. Vous savez, ce n'est pas le fait que notre Mwami existe. Le Mwami de Bahutu existe. Le Mwami de la chefferie de Boucha existe. Il s'appelle Jean-Baptiste Ndeze Katurebe. Il est actuellement vice-ministre des Affaires coutumières.
Et il est à Kinshasa. Ce n'est pas par le fait qu'il a été contraint de quitter sa chefferie pour faire des guerres qu'il n'exerce pas son pouvoir. Il exerce son pouvoir sur nous. Nous sommes les Hutus et nous avons comme Mwami Jean-Baptiste Ndeze. Cet imposteur, nous ne les reconnaissons pas. Nous ne les reconnaissons pas. Et en ce moment même, les esprits Hutus sont très fâchés et en colère. La spiritualité Hutu est en colère et je vous assure que cet acte ne restera pas impuni. Ces gens vivront la force et la puissance de la tribu Hutu, de la spiritualité Hutu. Parce que ce sont les esprits qui sont énervés en ce moment. Patrick Ndeze, en acceptant ce trône, il vient de se soumettre à l'opprobre. Et il doit subir les conséquences. Peut-on parler de la trahison de sa part? Non, oui. Effectivement, c'est une grande trahison vers la communauté Hutu, envers la chefferie et même vis-à-vis de la nation. Et ce messieurs va vivre les conséquences tout au long de sa vie. Et cela même peut toucher à sa progéniture. Parce que il a accepté les déshonneurs. Eh bien, il vivra la guerre. Il y a certains Congolais qui sont actuellement dans la rébellion du 23. Je fais l'occurrence des Corneille Nangaa comme chef rebelle, le coordonnateur de l'Alliance Fleuve Congo. Nous supposons aujourd'hui qu'il a l'influence au sein de cette rébellion. Il a fait savoir l'autre fois que c'est un révolutionnaire. Par rapport à ce que Nangaa est en train de faire actuellement, parce qu'il n'est pas pour rien dans cette rébellion, il y a quelque chose qu'il est en train de faire. Pensez-vous que sa cause est vraiment noble comme il le pense? Non, Nangaa c'est un patin. C'est quelqu'un qu'on a utilisé, que le Rwanda a utilisé pour essayer de légitimer cette guerre. Mais malheureusement, ça n'a pas marché. Ce n'est pas une première. Le jeu reste le même, seulement les acteurs changent. Avec le RCD, on se rappelle, tout le président du RCD, aucun n'était rwandais. Ils utilisaient seulement des mannequins, des patins qu'ils mettaient devant pour essayer de donner une certaine légitimité à ces guerres successives d'agression. Mais jamais ça n'a été le cas. C'est un plan bien conçu de balkanisation de notre pays. Je viens de vous parler ici que ces gens occupent nos terres, ces gens ont forcé toute une population à quitter sa zone, et ceux-là qui sont restés en tout cas vivent les calvaires. Et Nangaa, lui, il est venu donner sens à cette rébellion. Je vous ai dit, je vous ai parlé d'IRCD. Le premier président d'IRCD, je me rappelle, c'était Wamba Diawamba. Ce n'était pas un Rwandais, mais le mouvement était rwandais. Le deuxième président, c'était Émile Ilunga Kalambo, et ensuite c'est Adolphe Onusumba. Mais quand il fallait partager le pouvoir et désigner un vice-président, on nous a présenté Azarias. C'était lui, le véritable leader. Pourquoi l'RCD n'a pas présenté son président national, qu'il soit vice-président du pays? Vous essayez de comprendre. L'M23 avait à sa tête un certain Bertrand Bisimwa. Ce sont des esclaves utilisés, manipulés. Qui est aujourd'hui à côté de Corneille Nangaa. Oui, ce sont des esclaves. Le Rwanda les a formatés et les a introduits un logiciel, un autre logiciel, pour penser, réfléchir comme eux et pour participer à ce plan d'extermination de nos frères, de nos compatriotes, partout où ils sont. Donc Nangaa, c'est juste un préservatif que le Rwanda utilise, qui sera jeté après que le Rwanda ait obtenu ses intérêts. Donc Nangaa ne justifie pas, et où tous les Congolais qui sont là, en tout cas, ils sont au même titre que les Rwandais qui nous agressent. Pour moi,
Et déjà, ils sont déjà condamnés par la justice congolaise, et même si c'est par défaut, mais c'est déjà un premier pas dans la lutte contre l'impunité. Et des gens, tous ces Congolais-là qui ont choisi cette voie de soutenir la cause rwandaise, ils doivent subir la rigueur de la loi pour que nous ne puissions plus jamais vivre jamais ce genre de trahison dans notre pays. En écoutant Paul Kagame, il fait savoir que la RDC regorge aujourd'hui une menace pour lui, qui est le FDLR. Pensez-vous que les FDLR, entre guillemets, seraient d'une manière ou d'une autre une menace pour le Rwanda? Non. Les Rwanda a occupé la partie est de la RDC, la partie où il y a essentiellement des FDLR durant plus de 5 ans. Entre 1996, quand ils sont entrés au Congo avec l'AFDEL, jusqu'en 2003, ils étaient là. Ils ont contrôlé cet espace. Ils ont eu les temps matériels nécessaires pour mettre fin à cette question de FDLR. Mais pourquoi ils ne l'ont pas fait? C'est que même s'il peut y avoir encore quelques FDLR qui puissent être dans les forêts congolaises, ils ne représentent plus une menace pour les Rwandais. Parce que ceux qui sont victimes de la présence des FDLR au Congo, ce sont les Congolais. Parce que chaque fois qu'il y a des opérations contre les FDLR, ceux qui meurent, ce ne sont pas les Rwandais, ce sont les Congolais. C'est que la vraie question des FDLR, c'est devenu un alibi. Les Rwandais, pour eux et FDLR, toute personne Hutu qui ne partage pas la même vision qu'eux. Toute personne Hutu qui refuse catégoriquement d'adhérer à ces plans de balkanisation de notre pays. Moi-même, j'ai été publié par le média pro-rwandais en tant qu'un FDLR, juste parce que j'ai dit non, jamais je n'accepterai vivre sous esclavage du Rwanda. Jamais. Et donc, cet argument, c'est que l'évocation du sujet FDLR, c'est dans le plan d'extermination de la population des Hutus congolais. Deuxièmement, les FDLR qu'évoque Kagame, ce sont les minéraux qu'il vient chercher au Congo. Cette guerre, au fait, les FDLR comme alibi, ce sont les ressources que les Rwandais veulent piller au Congo et illégalement. Donc moi je pense que ce sont les deux grands arguments. Et si les Rwandais avaient peut-être mettre fin une fois pour toutes à cette question des FDLR 30 ans après, pourquoi ne pas négocier? Pourquoi ne pas échanger avec eux, si c'est là qui sont identifiables, et voir comment est-ce qu'ils peuvent mettre d'une manière durable fin à cette situation, à cette crise? C'est important. Nous, la communauté internationale, nous demande de négocier chaque fois avec les groupes rebelles. Pourquoi la communauté internationale ne demande pas au Rwanda, 30 ans après, de repenser la manière de gérer la crise des FDLR? Il serait important actuellement que les Rwandais aussi aient ce courage de discuter avec les FDLR, parce que c'est là qui ont quitté les Rwandais à 10 ans. 30 ans après, aujourd'hui, ils ont 40 ans. Est-ce qu'ils ont participé au génocide? C'est là qui avaient 15 ans. Ils étaient encore jeunes. Aujourd'hui, ils ont 45 ans. Est-ce qu'ils ont participé au génocide? C'est là qu'ils sont nés au Congo. Ils ont entre 20 et 30 ans. Est-ce qu'ils ont participé au génocide? Pourquoi ne pas étudier cette question autrement que seulement par la violence? Donc, pour moi, l'intervention militaire au Congo par les Rwandais à la recherche des FDLR, c'est un faux fuyant. Un faux débat. Un faux débat, ouais. Pensez-vous que, on ne sait pas quand est-ce que cela peut-être pourrait avoir lieu, comme on a l'occasion d'en parler sur la situation sécuritaire dans la province du Nord Kivu, pensez-vous qu'un dialogue inter-rwandais serait d'une manière ou d'une autre une solution primo pour la guerre dans la province du Nord Kivu? Au fait, oui. Moi, je pense que les conflits dans le pays voisin, la mauvaise gestion des conflits dans le pays voisin a eu des conséquences dans notre pays. C'est le cas avec l'Ouganda, avec les ADF, le Rwanda avec les FDLR.
Moi, je pense que le plus important actuellement maintenant, c'est s'il y a un dialogue inter-rwandais autour de cette question des FDLR, étudier leurs capacités de nuisance actuellement, savoir la vérité, parce qu'il y a ceux-là qui ont fait face à la justice, ils ont purgé leur peine, et essayer maintenant de construire, donc de réconcilier les combattants d'hier et ceux-là qui pensent le progrès actuellement, pour que la paix puisse revenir dans la région. Et les Rwandais, chaque fois, quand les Rwandais veulent régler cette question qui par la violence, c'est que le but, c'est d'exterminer cette population. Et pourtant, le plus important, la violence ne résout pas les conflits. Ça crée un cycle infernal. Les gagnants d'aujourd'hui, peut-être ne seront pas les gagnants de demain. Et Kagame lui-même, il sait, il le sait, il a été réfugié. Il a vécu en Ouganda pendant que les Hutus dirigeaient le Rwanda. Donc, la même situation peut revenir si il ne gère pas cette question. Très bien, parce que ce que Kagame est en train de faire aujourd'hui, il est en train de laisser une charge énorme à la génération montante rwandaise qu'elle ne saura pas payer, parce que ce sont des blessures, ce sont des traumatismes que sa politique cause dans cette région et qui aura des conséquences plus tard. Donc moi je pense que la gestion par les dialogues de la question des FDLR entre Rwandais, ça peut être une des garanties pour la paix durable, non seulement au Nord Kivu, mais dans toute la région. On en parle ici aujourd'hui du 19e sommet de la francophonie. Rendons-nous au niveau de la France où le président congolais a semblé boycotter les dîners et quelques autres programmes. Un huis clos de chefs d'État du gouvernement membre de l'Organisation internationale de la francophonie. Le président congolais a boycotté cela juste parce que, selon plusieurs sources, qu'Emmanuel Macron n'a pas pu être clair dans son discours face à ce que le Congo est en train de traverser aujourd'hui. Pensez-vous que le président congolais a pu manifester ce qui était dans son intérieur? Oui, il a manifesté ce qui est dans son intérieur, la frustration. Parce qu'il a été frustré de voir, quelques heures après un tête-à-tête avec le président français, qu'il puisse délibérément ignorer de citer cette crise parmi les plus graves. Parce qu'il faut le dire, la crise dans cette partie du pays a fait des millions de morts. Et en tout cas, Macron, ne pas l'évoquer, ça démontre une complicité du gouvernement français dans ce que nous traversons actuellement. Mais aussi, la réaction de Félix aussi à questionner. En tant qu'homme d'État, il ne devait pas être dans les sensationnels. Il ne devait pas se faire guider par ses émotions. Il devait saisir cette opportunité pour avancer les combats, la diplomatie, ou pour mobiliser. Éviter la politique de la chaise vide. Exact, parce que c'est qu'il a sa réaction. Je ne pense pas que le Macron, donc le fait pour Macron de citer ou pas la crise dans la partie est du Congo changerait quelque chose sur le terrain. Surtout que les discours des gens comme Macron sont souvent hypocrites. Donc je ne pense pas qu'un discours hypocrite de Macron, citant les Rwandais ou évoquant la question sécuritaire à l'Est, changerait quoi que ce soit. Parce que le Conseil de sécurité des Nations Unies a plusieurs fois condamné même les Rwandais. Les États-Unis, les différentes puissances ont plusieurs fois cité les Rwandais, mais cela n'empêche pas les Rwandais de continuer à agresser notre pays. Donc le plus important actuellement, moi je pense, Félix devait arrêter, notre président devait arrêter de chercher la compassion internationale. Il doit organiser le peuple, organiser notre armée et renforcer notre capacité d'autoprise en charge. La solution, le premier responsable de notre sécurité, c'est nous-mêmes, c'est l'État congolais. Et nous avons tous les moyens intellectuels, matériels, humains pour faire face à cette crise et non
compter sur des armées étrangères, c'est là qui, je ne pense pas, si c'est qui les motiverait à donner leur vie pour la sécurité au Congo. C'est là qui peuvent donner leur vie pour la sécurité au Congo, c'est nous. Par exemple, moi je suis fils de Rutshuru. Ça fait 3 ans que mon territoire est en ruine, que mon territoire est souillé. J'ai la responsabilité morale, j'ai la responsabilité historique, j'ai une responsabilité face à des générations montantes de défendre mon territoire. Pour que mes enfants ne puissent plus manquer de terre. Parce que c'est ma terre. Je dois me battre pour l'avenir de mes enfants. Parce que mes enfants doivent y vivre. C'est la terre de mes ancêtres. Je dois y rester, je dois tout faire pour que cette partie soit récupérée. Mais je ne vois pas en quoi la France ferait de la question congolaise sa priorité. Chaque État, chaque chef d'État, chaque gouvernement a pour priorité l'intérêt de ses citoyens. Et notre président devait considérer cela. Le Rwanda, en agissant ainsi, en nous agressant, le président rwandais est en train de travailler pour l'intérêt des peuples rwandais. C'est à nous de nous défendre. C'est à nous de changer la cour des choses et de construire une sécurité pour que les autres États nous respectent. Nous ne sommes pas respectés parce que nous pleurnichons. Nous devons quitter cette politique de victimisation et travailler sur notre capacité à nous défendre. C'est le plus important pour moi.